Les chiffres que je vais vous donner sont vérifiés et mis à jour. En France, toutes les 7 minutes, une femme est violée. Tous les 2 jours et demi, une femme meurt sous les coups de son compagnon ou de son ex-conjoint. Et tous les ans, plus de 216 000 femmes sont victimes de violences dans leur couple. Alors, il y a de quoi être glacé, sonné, je dirais même, par ces chiffres. Certes, des progrès ont été faits, mais d'autres restent à réaliser pour faire en sorte que les femmes n'acceptent plus l'inacceptable. Des solutions existent, comme on va le voir avec mon invité d'aujourd'hui, qui est Emmanuelle Piette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin de PMI et également présidente du collectif féministe contre le viol. Est-ce que vous trouvez que les choses ont changé depuis quelques années ? Moi, j'ai commencé à travailler il y a 40 ans. Oui. C'est une révolution. Il y a 40 ans, les femmes n'arrivaient même pas à penser que c'était anormal d'être victime de violence. C'est comme ça chez nous, ou j'ai pas eu de peau, il n'est pas gentil. Mais finalement, ce qui a changé quand même, c'est que maintenant, on a franchement fait changer la honte de camp. Maintenant, ce qui est honteux, c'est de taper sa femme, c'est de la violer, pour l'ensemble, la majorité de la population. Un sacré trajet donc en 40 ans. Et sans doute, là je voudrais qu'on l'affiche très vite, ce numéro qu'il faut appeler en cas de doute, en cas de problème, sans hésitation. Donc le 39 19, c'est violence, femmes, info. Ça aussi, ça a permis de faire progresser les choses. Oui, absolument. C'est toutes ces campagnes et ces numéros gratuits qui ont permis aux femmes de s'exprimer, de parler, et de ne pas rester dans le silence et la solitude. Alors, je retiens, parler, silence. C'est surtout ça, c'est en parler pour vous qui a été l'évolution. Oui, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on a pu dénoncer, dire que ça existe, dire que c'est intolérable et que les hommes n'ont pas le droit de faire ça, les femmes ont retrouvé du courage pour parler, absolument. Très bien, alors pour savoir exactement de quoi on parle, je vous propose de voir un spot télé qui a été diffusé lors de la campagne 2014-2015. C'est une campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes qui avait été faite par le ministère des Droits des Femmes. Je suis tombée dans la rue. Je me suis pris une porte. J'ai glissé dans ma baignoire. Je suis tombée à vélo. Ces femmes ont peur de se confier. Face aux violences, libérons la parole. Entourage, collègues de travail, professionnels. Nous pouvons tous vous aider. Alors, effectivement, là, la parole, c'est pour illustrer tout de suite ce que je vous ai dit. On a failli, et je vous l'avoue, j'ai failli mettre un autre spot dont on a parlé avant de se retrouver ici, qui était très violent. Et en fait, où on voyait que ça se terminait très mal, après des coups, que ça se terminait par la mort. Il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit en introduction, quand même, qu'il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint tous les 2 jours et demi. Donc, ça, c'est une réalité. Mais là, l'espoir est là, on peut discuter. Et c'est ce dont on va parler. Je trouve qu'il ne faudrait pas culpabiliser en plus les femmes de ne pas parler. Hein, parce que déjà, elles prennent des coups et c'est quand même de leur faute si elles ne parlent pas, si ça continue. Et ça, je pense que c'est vraiment un contresens. Mais pourquoi vous dites ça? Oui, je dis ça parce que dans les clips habituels où la dame finit par mourir, on pourrait vite penser que si elle avait parlé plus tôt, elle ne serait pas morte. Or, il faut savoir que quand elles ont du mal à parler, c'est aussi parce que l'agresseur les tient sous le secret. Il a dit en cognant, si tu parles, je te tue, si tu parles, je te retrouverai, si tu parles, je te mets sur face de bouc. Enfin, il a dit des tas de choses comme ça, qui fait que la femme a une consigne pour ne pas parler. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté pour que tous les professionnels et les copains, etc., posent des questions. Parce que autant elle a une consigne de ne pas parler, autant elle est bien élevée et si on lui pose des questions, elle répond. Et c'est pour ça que c'est important de poser des questions. Tout à fait. Alors, est-ce que le type de violence qu'on a vu là, la violence physique donc, est le mode de violence conjugale, je dirais, dans le cadre d'un couple le plus fréquent? Est-ce qu'il y a d'autres types de violences? Vous savez, un homme violent, ça ne commence pas sa relation en tapant, parce que sans ça, nous toutes, on serait partis depuis très longtemps. Donc bien pas forcément. Si on rencontre un joli garçon et puis tout de suite il nous met une claque, on s'en va. C'est certain. Et donc ils ont une stratégie, et c'est toujours la même. C'est-à-dire que d'abord, ils vont choisir une victime. Alors, c'est dans le scénario de l'agresseur, le choix de la victime. C'est assez compliqué à comprendre. On se dit pourquoi moi, mais c'est dans le scénario de l'agresseur. En général, plus
plus petite symboliquement, infirmière s'il est docteur, très fragile, sortant d'un divorce abominable s'il est un peu fragile, quelqu'un qui va pouvoir se dire « j'ai une chance formidable qu'un gars comme ça s'intéresse à moi ». Et puis, il va l'isoler, il va la traiter, la gourdifier, lui dire qu'elle n'est pas capable, que sans lui elle n'arriverait à rien, etc. Ce qui fait que petit à petit, elle va s'enfoncer et dans la solitude et dans l'idée que c'est vrai, sans lui elle ne pourrait pas grand-chose. Et ce qu'on sait, c'est que ça va continuer comme ça tout un temps, qu'il y a toujours des agressions sexuelles ou du moins une contrainte sur la sexualité. Mais qu'est-ce qui fait qu'il passe à l'acte de la violence? Il va passer à l'acte de la violence dans 40% des cas lors de la première grossesse. Et où ça va augmenter pendant la grossesse. Mais pratiquement dans 100% des violences conjugales, les violences physiques ont lieu pendant la grossesse. Au démarrage de la première grossesse. Elle est attrapée, je dirais, il la tient, quoi, elle a choisi. Et ça, c'est pour ça que c'est très important qu'on a beaucoup insisté sur le dépistage en matière de violence pendant la grossesse. Et à chaque fois. Donc il y a cette première étape de mise sous tutelle, entre guillemets, et sous globe. Et est-ce qu'il est possible de réagir? Est-ce que ça, c'est suffisant pour se dire, mais ça va finir par des violences? Je me dis que quand on est amoureux, c'est très difficile, mais que quand on commence à avoir un garçon qui vous isole, qui vous empêche d'aller voir vos copines, qui regarde tout le temps dans votre portable, sous prétexte qu'il est jaloux et qui vous aime, bien sûr, mais quand même, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Est-ce qu'il y a un profil du violent, en dehors de ce modus vivendi qui est très vite à adopter, je dirais? Est-ce qu'il y a un profil particulier psychologique, sans doute, ou... Alors, ce qu'on sait sur la violence, c'est pas la génération spontanée. Hein. Donc on a plus de garçons violents qui ont vu papa taper maman. C'est la meilleure école, c'est la famille. Hein. Si c'était comme ça à la maison, il n'y a pas de raison qu'ils ne reproduisent pas. Ou alors il a fallu qu'ils fassent un travail. La violence, la génération de la violence, la reproduction de la violence, c'est la violence qu'il a subie. Et même chose pour les femmes. C'est-à-dire que quand on a été tapée petite, on a 3 fois plus obligé, ça. Je veux dire... Non, c'est des risques. Donc des risques. Voilà. Quand on a été tapée petite, on a 3 fois plus de risques de trouver un compagnon violent. Et quand on a été violée petite, on a 5 fois plus de risques de trouver un compagnon violent. Vous venez de dire là, quand on a été tapé petite, on risque de reproduire malgré soi. C'est-à-dire mais celui qui tape a vu taper alors. Alors voilà, et c'est ça c'est la façon un peu différente de se déterminer suivant qu'on est un garçon ou une fille. Quand on est un garçon, quand on a vu taper, on risque de taper. Quand on est une fille, quand on a vu taper, on risque d'être tapé. Mais c'est pas si simple que ça, parce que quand on est une fille et qu'on a été tapée petite et qu'on est tapé par son mari, on risque de taper ses enfants. Donc c'est compliqué. Mais c'est ça la violence. Est-ce qu'il y a une catégorie socio-économique qui est plus à risque? Pas trop. Spontanément, on pense à des milieux favorisés, à l'alcoolisme. Pas que. Parce que dans l'enquête en VEF, la dernière, la première et la dernière que nous ayons eue, là, il va y en avoir une qui va sortir récemment, mais elle n'est pas encore exploitée. Comment vous avez appelé l'enquête? En VEF, l'enquête nationale des violences faites aux femmes, qui a été faite en 2000. C'était la première fois qu'on avait des chiffres. 10% des femmes disaient avoir été victimes de leur compagnon dans l'année qui précédait l'enquête, et c'était légèrement surreprésenté chez les chômeuses et chez les filles qui avaient fait des études supérieures. Donc pas vraiment de différence de catégorie sociale. Et c'était surreprésenté chez les plus jeunes. Et alors, il y avait 2 façons de penser la chose. C'est, les plus jeunes, elles en bavent plus. Et c'est évidemment pas comme ça qu'il faut le lire. C'est les plus jeunes, elles lisent mieux. Elles ont évolué, elles supportent moins. Vous voulez dire qu'elles déclarent plus? Elles le pensent plus, oui. Elles le voient plus. Elles le voient plus. Leur grand-mère disait, c'est comme ça, il a mauvais caractère. Elle trouve ça inacceptable et c'est pour ça que c'est en train de passer. Et alors, ça veut dire que ça s'est résolu au sein du couple, finalement? Je veux dire qu'elles le lisent plus, elles le voient plus, donc elles l'expriment, et elles disent au conjoint, ça suffit. Absolument. Ce qu'on remarque dans les maisons d'accueil de femmes victimes de violences, quand on les a ouvertes il y a 35 ans, les femmes arrivaient en moyenne après 19 ans de violence. Oh là là. Et là, en ce moment, on est à 5 ans de violence quand elles arrivent. Donc, en vrai, la tolérance a vraiment diminué chez les femmes. Tout à fait. Mais il y a encore beaucoup de femmes qui ont, en particulier dans le conjugal, beaucoup de mal à lire les rapports forcés comme des viols. C'est mon mari. Ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Quelles sont les conséquences chez la femme de subir des violences comme ça au sein de son couple? Alors, ce qu'on dit,
c'est que dans les violences conjugales, il y a des syndromes post-traumatiques massifs dans 70% des cas. Syndrome post-traumatique comme un attentat. Comme un attentat, plus qu'un attentat, parce qu'après un attentat, on dit que 40% des gens vont développer un syndrome post-traumatique. Dans la violence conjugale, c'est 70%. Et c'est 70% chez les enfants. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est-à-dire que c'est terrifiant. De voir papa devenir Hulk, ça fait terriblement peur. C'est incompréhensible et quand on est petit, on développe des dépressions, des images, des peurs. Et on parle aussi de syndrome post-traumatique, mais avec des manifestations organiques comme des douleurs abdominales ou des migraines épouvantables, des douleurs de dos aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hypertension et de diabète? Oui, hypertension et diabète. Oui, parce que le stress, ça développe au bout d'un certain temps des hypertensions. J'ai des très jeunes femmes, l'hypertension, il faut vraiment penser à ça. Et puis au niveau de la grossesse, on a 3 fois plus d'accouchements prématurés, 3 fois plus de bébés de petit poids, même nés à terme. Même à terme, oui. Et puis, c'est la première cause de fausse couche spontanée. Indépendamment des coups reçus. Avec et ou sans. Oui, parce qu'il y a aussi... La dernière que j'ai vue qui avait fait une fausse couche à 5 mois et demi, elle a été montée dans la voiture de son compagnon, il a fait du 200 à l'heure sur le périph' pendant 2 heures, et elle a fait une fausse couche. Oui, parce que ça, c'est une forme de violence aussi. Absolument. Il n'y a pas de coups, mais des coups psychologiques. Ah ouais. Et le harcèlement intellectuel, psychologique, est aussi violent pour l'organisme que des coups physiques. Probablement. Et surtout s'il est accompagné de la peur. La peur, c'est terrible, parce qu'on fait attention tout le temps. Oui, tout à fait permanent, c'est chronique. Alors, une fois qu'on a fait un constat, on voit ça, que peut faire la femme qui est prise dans cet étau de violence? À qui doit-elle s'adresser? Alors, avant elle, je me dis que comme on s'adresse aux professionnels de santé, il me semble que si on avait un dépistage systématique des violences quand on est médecin... Chez le médecin généraliste, vous voulez dire. Dépistage systématique. Tous les médecins. C'est-à-dire que moi, je fais ça depuis 40 ans. Depuis 40 ans. C'est un peu intrusif de poser la question. Étant donné le nombre de questions intrusives qu'on pose, est-ce que vous prenez des produits, est-ce que vous fumez, est-ce que vous vous droguez maladie, Franchement, demander est-ce que vous avez déjà subi des violences, c'est un minimum. Comme quoi, vous voyez même ma réaction. Elle est pleine de stéréotypes. C'est vraiment on n'ose pas. Moi, je fais ça depuis 40 ans. Je n'ai jamais vu une femme me dire de quoi vous mêlez-vous? J'ai vu des femmes me dire non et puis me dire je ne vous connaissais pas, mais maintenant je sais que je peux vous le dire. Mais la plupart du temps, elles répondent. Et ça modifie complètement la prise en charge. Comment vous lui posez la question? Alors, ça dépend. Quand je la vois pour la première fois, je lui dis est-ce que vous avez déjà subi des violences? Alors elle répond qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne sais pas, est-ce que vous avez été tabassée quand vous étiez petite? Est-ce que vous avez pris des coups? Est-ce que votre mari vous traite et regarde dans votre portable? Des petites choses comme ça. Et puis au moment de l'examen, je demande toujours comment ça se passe les rapports. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des rapports quand vous n'avez pas envie? Et qu'est-ce qui se passe quand vous dites non? C'est facile. Et les femmes répondent, là. Complètement. Non seulement elles répondent, mais on peut les aider à ce moment-là. Je dis ça parce que moi, je fais quelque chose depuis très longtemps et je pense que c'est extrêmement important. Je fais des certificats de contre-indication au rapport sexuel. Parce que je trouve ça totalement contre-indiqué. Certificat de contre-indication au rapport sexuel. Ça marche formidablement. Vous allez vous faire des amis, là. Eh bien, parce que je pense que c'est complètement contre-indiqué d'avoir des rapports sexuels quand on n'a pas envie. Et que la femme te dit, mais moi, je ne peux pas lui dire non. J'ai peur, ou etc. Donc je dis, je vais vous faire un certificat. Alors il y en a qui se reprennent, qui disent, non, je vais y arriver toute seule. Je le fais quand même parce que c'est mon boulot. Et quand elle revient 15 jours après, elle dit, ça va, on s'est reposé, maintenant, machin. Ou elle dit, il a fait quand même. Et là, elle enchaîne en disant, il s'en fout de ma santé. Ça va lui permettre à elle de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est important, parce que elles ont du mal à penser ça. Tout à fait. Alors pour vous, c'est efficient, ça fonctionne bien, et c'est relativement facile de poser cette question. Fastoche, comme vous dites. Mais en fait, quand on n'en a pas du tout l'habitude, on a l'impression de marcher sur des œufs, et les médecins ne sont pas formés à ça. Alors, d'abord, les médecins commencent à être formés. C'est déjà dans les questions des examens classants, donc les nouveaux, ils vont avoir de la formation. Ensuite, il y a eu pas mal de formations continues. Ensuite, sur le site de la MIPROF, le site national violence.gouv, on a des films de prévention et les modes de certificats médicaux, des modes pour savoir faire. Et ça, je pense que c'est important. Et puis ensuite, ce qui fait peur aux médecins pour poser les questions, c'est les réponses.
parce qu'on ne sait pas bien ce qu'on fera si elle répond oui. Exactement. Or, moi, je vous apporte des solutions. Un certificat médical de contre-indication, une ordonnance de lubrifiant remboursée par la Sécu, ça marche très bien aussi. C'est vrai, quand on est violé ou a des rapports forcés, ça fait mal, c'est sec, etc. Un lubrifiant. Si tu ne peux pas dire non, que tu n'avais pas envie de te battre, mettre un truc qui fera moins mal. C'est magnifique parce que je donne ça, et puis la femme revient 15 jours après, je dis alors c'était bien, oui c'est bien, ça fait moins mal. J'en remets, non, il n'aime pas quand j'ai pas mal. Et bien c'est elle qui le pense, parce qu'une des choses pour lesquelles on a besoin d'aide quand on est victime de violence, c'est d'aider à croire vraiment qu'on a affaire à un méchant. Parce que, comme elles disent souvent, il est tellement gentil quand il n'est pas méchant. Extraordinaire. Et donc si c'est 1%, 99%, ça va. Et même pas. Comme elles sont sous emprise, elles essayent au mieux de voir toujours le bon côté. Oui. Et de les aider à comprendre ce qui se passe, ça va être. Et alors, donc, vous pouvez vous arrêter à certificat de contre-indication de rapport, un peu de lubrifiant. Oui. Il n'y a pas besoin de faire plus pour celle-ci, non. Et puis elle va revenir, elle va dire, non, mais alors là vraiment, il aime me faire mal quand il a des rapports sexuels, il ne m'écoute pas quand je dis que ma santé est en danger, alors vraiment, c'est pas le bon. Et à ce moment-là, on pourra faire plus. Mais on ne peut pas décider à la place des femmes, on va cheminer avec elles. Alors ça, on parle de femmes qui ont franchi la porte de votre cabinet ou d'autres, c'est parfait. Celles qui ne disent rien, vous disiez tout à l'heure, certaines sont restées 19 ans à se faire tabasser, que 5 ans maintenant. Pourquoi se taisent-elles? Quel est ce silence? Elles se taisent parce qu'elles sont sous le silence, la contrainte du silence de leur homme. Hein. L'homme violent, il veut garder sa chair fraîche. Et pour ça, il a pris toutes les dispositions. Chair fraîche, oui, c'est ogre. Oui, c'est ogre. Pour moi, c'est un homme violent, c'est un ogre qui veut garder son pouvoir et la maîtrise sur la femme qu'il a choisie. Et donc, il a mis tout en place pour ça. Et on voit à quel point ils peuvent être accrochés, puisque, y compris après le divorce, il continue à les emmerder avec les enfants, et voire à les retrouver 5 ans, 6 ans, 7 ans après. Nous, on a été partie civile dans un procès d'un violeur conjugal en série, puisqu'il avait 5 femmes ont témoigné comment il les a harcelées, torturées, violées. Mais la première, 27 ans après, arrivée au tribunal, elle ne pouvait toujours pas donner son adresse tellement elle avait peur qu'il continuait à l'emmerder. Donc, un homme violent, ça veut garder le contrôle et ne pas perdre sa proie. C'est vraiment pas autre chose. Mais c'est vis-à-vis du droit, vis-à-vis de la gendarmerie, il y a quand même alors je ne sais pas dans quelle catégorie de délit le mettre, mais ça reste pas un crime, bien sûr, pas encore. Si tu violes, c'est un crime. Le viol, oui. Je veux pas, mais il n'y a pas de violence conjugale sans viol. La réparation sur l'oreiller, la vieille réparation, c'est pas autre chose que des viols conjugales. Alors, pour comprendre un petit peu, et vous avez déjà un petit peu abordé le sujet, à savoir que quand on a été tapé, quand on a vu ses parents se taper, on tape, je vous propose de regarder un spot qui a été diffusé à la télévision, c'était en 2009-2010, c'est pas tout récent. Ça a été fait par le ministère des Femmes pour ça, là encore, une campagne de sensibilisation aux violences faites aux femmes. Vous allez voir qu'en fait, ça ne fera que confirmer ce que vous me disiez concernant l'enfance et ce qu'on a vécu pendant l'enfance. Vidéo. Ça y est, c'est l'heure du thé. Super. Tiens, chérie. Regarde ce que t'as fait. Quoi? T'en as renversé. Je suis désolée, il y en a qu'un petit peu à côté. Tu dis toujours ça. Désolée. Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux rien faire car tu sais rien faire de bien. Mais qu'est-ce que... Ferme-la! Tiens, prends ça. Les enfants apprennent beaucoup de leurs parents, y compris les violences conjugales. En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon. Mettez fin au cycle de la violence. Appelez le 3919. Alors non seulement là, l'enfant, les enfants, enfin, du moins c'est le garçon, c'est très clair, passe à l'acte, je dirais, mais en plus il deviendra ce qu'il est déjà enfant. C'est terrible. Certain. Hein, c'est pas... Oui, tout à fait, c'est pas 100%. Hein. Oui. Et je dirais même que c'est une des choses sur lesquelles il faut vraiment travailler. D'abord, auprès des mères, des femmes victimes de violences. C'est-à-dire que beaucoup d'entre elles disent « moi, si je reste, c'est à cause des enfants ». C'est-à-dire que l'idée que ces enfants aient un père et que le couple reste ensemble fait partie des idées qui fait que les femmes veulent rester. Et de leur expliquer à quel point c'est toxique pour les enfants
d'assister à des choses comme ça, c'est assez important. Et l'autre chose, c'est aussi important. Moi, j'ai vu des petits garçons, parce que je soigne souvent des petits garçons victimes de la violence conjugale, me dire, mais tu crois que moi, je ferais la même chose? Et je pense qu'à partir du moment où ils se posent la question et où ils peuvent penser que non, c'est pas acceptable et qu'on a fait quelque chose pour arrêter papa parce qu'il n'avait pas le droit, c'est aussi une façon d'aider ces petits garçons à se construire autrement et pas dans la violence. Et c'est à partir de quel âge c'est foutu, je dirais? Est-ce que les choses sont marquées de façon plus ou moins indélébile? On vient de Moi, le voir. je dirais jamais rien n'est foutu. Hein. Oui. D'abord, je dirais un tout petit bébé de 2 jours, de 8 jours, de 15 jours, et j'en ai vu, peut déjà être déprimé, terrorisé et impacté par la violence. Donc ça commence très tôt. Hein. Souvent, on a des mamans qui disent moi, je vais rentrer dans le cabinet médical, le bébé comprend rien. Non, pas du tout. Et parler de ça devant un bébé sans en tenir compte, moi, me semble très, très difficile. Et j'ai vu des garçons qui avaient vécu la violence jusqu'à 15-16 ans pouvoir bien sûr s'en sortir autrement à condition qu'il y ait un travail fait. C'est-à-dire que la séparation ne suffit pas. Il faut aussi que des choses soient exprimées sur la peur qu'ils ont eue, le climat de terreur et les... Quelquefois, ils l'ont même dénié. Donc c'est comment on va les aider à se souvenir de ce qu'ils ont vécu. Parce que l'impact chez les enfants, c'est de la peur. Qu'est-ce que ça touche plus spécifiquement? La terreur. La terreur vraie. Son père qui se transforme en Hulk. Moi, je dis toujours ça aux enfants parce que Hulk, vous connaissez, oui. Tu sais, cette espèce de monsieur qui devient tout d'un coup un abominable terrorisant, sans que ça soit explicable, sans qu'on sache comment. Et là, on a peur que sa mère soit tuée. Oui. Même danger de mort. Voilà. Moi, j'ai vu des enfants qui ne veulent plus aller à l'école parce qu'ils ont peur que pendant qu'ils sont à l'école, leur mère disparaisse. J'ai vu des enfants de 3 ans et demi qui savent faire le 15. Donc, on voit à quel point tout est impacté tout le temps. J'ai vu des enfants, une femme capable de coucher tous ses enfants à 6h30 du soir, et tout le monde se tient à carreau parce que papa va rentrer. Et ben, vous avez déjà essayé de coucher des enfants à 6h30 du soir, ça, personne n'y arrive. Si là, ça fait tellement peur qu'on va y aller. C'est dire à quel point c'est terrible. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu du viol. Maintenant, on l'a abordé tout à l'heure. Il y a aussi un tas d'idées reçues et des stéréotypes autour du viol. Et chaque année, en France, il se produit 86 000 viols ou des tentatives. Et encore, c'est des cas déclarés. Et ça, chez des adultes. Des femmes adultes entre 18 et 75 ans. Alors, l'image du viol n'est pas celle que l'on croit, en fait. On imagine que c'est la nuit dans une rue noire, au décours d'une rue sombre. D'une jeune femme en mini-jupe papillale. Voilà. Et en fait, c'est pas ça du tout. Pas du tout. Pas du D'abord, là, on a parlé de 86 000 femmes adultes, et c'est 134 000 fillettes avant 18 ans. Et c'est 32 000 garçons avant 18 ans. Donc, ça fait 250 000 personnes victimes de viol tous les jours, c'est-à-dire un enfant toutes les 4 minutes, une femme toutes les 7 minutes. C'est énorme. Et c'est, dans 90%, le violeur est une personne connue. Le tiercé, malheureusement gagnant, c'est le papa, le mari, le patron. Papa en premier. Ah oui. Après avoir tapé maman, ou des fois à la place de taper maman, mais le résultat c'est ça. Le papa, le beau-père, enfin je veux dire, les petites filles et les petits garçons sont énormément violés dans la famille, dans les proches familles. Père, grand-père, beau-père. Ça c'est les enfants. Ça c'est les enfants. Et puis chez les adultes, c'est le mari, avec toutes ses extensions, le compagnon, l'ex-copain, le petit copain. Alors justement, la limite dans le cadre du conjugal, je dirais, entre le viol ou le rapport non consenti, enfin, c'est la même chose pour vous, si j'ai bien compris. Si tu veux pas et qu'on te force, c'est du viol. La définition du viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle commis par menace, contrainte, violence et surprise sur la personne d'autrui. Il a fallu 10 ans de cassation et autres procès pour reconnaître que autrui, c'était aussi sa femme. Et ça, c'est formidable, c'est 92. C'est-à-dire qu'en 1992, seulement en 1992 en France, on a admis le viol conjugal.
On a admis le viol conjugal. Le devoir Avant, conjugal. c'était du devoir. Ouais. Et là, maintenant, on a vu la différence, mais c'est récent dans une histoire collective. Ça fait 25 ans. Oui, mais vous dites que c'est pas suffisant pour vous. Ça. Je dis que quand on fait une loi, ça veut dire qu'on a déjà un peu avancé dans la société, mais qu'on n'en est pas encore à ce que tout le monde ait compris ça. Y compris les femmes. C'est-à-dire que moi, je vois des femmes à qui je demande comment ça se passe les rapports, qui disent il a beaucoup de besoins, j'aime pas ça, mais j'y vais parce que c'est mon mari. Donc, c'est quelle tolérance on a, nous les femmes, pour supporter des trucs qu'on n'aurait pas envie, quoi. Et ça, c'est un boulot d'éducation. Alors, il y a une chose quand même, on arrive, le temps passe très vite, mais une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'omerta autour à la fois des violences, mais également des viols. En dehors de... Oui, peut-être dans la famille aussi, mais pourquoi les femmes ne parlent-elles pas ? Eh ben ça, c'est la paix des agresseurs. Vous savez, quand on dit le viol, c'est tabou. Eh bien non, ce qui est tabou, c'est d'en parler, parce que comme ça, on peut continuer. C'est vraiment une société qui a choisi son camp pour l'instant. C'était une société qui est conduite par les garçons, et le viol, ça a fait longtemps partie de la culture des garçons. On est en train de faire changer ça. Et je trouve que ça ne change pas si mal. Ça change, vous pensez? C'est vrai que il y a un sondage qui avait été fait concernant les stéréotypes. Justement, 27% des personnes interrogées concernant le viol considèrent que si une femme portait une tenue sexy, c'est que son agresseur n'était pas vraiment responsable. Oui, mais ça veut dire que 73% des personnes considèrent que, de toute façon, l'agresseur est responsable. Et bien ça, c'est un progrès formidable. Ah bon, l'idéal serait 99%. L'idéal serait, mais enfin, moi, quand j'ai commencé, on disait, une fille qui est dehors, il ne faut pas qu'elle s'attende à ce qu'il n'y arrive pas des bricoles. Et bien, on ne dit plus ça. D'abord parce que ce n'est pas dehors qu'on est violé, mais c'est plutôt dedans. Et ensuite parce que rien ne justifie le viol. Et le fait qu'aussi, il y avait dans ce sondage qu'un homme a plus de mal à maîtriser son désir sexuel qu'une femme, et 61% des Français, le pensent, mais 65% des Françaises aussi. Oui, on est trahi par les siennes. Je dirais non, elles sont élevées pareil, on leur a expliqué ça, on leur a dit depuis tout temps qu'il fallait supporter son mari, qu'il fallait être gentil, tout ça. Oui, donc c'est bien. On peut progresser. Alors, pour vous, et je pense qu'il faudrait que vous reveniez nous parler un petit peu de tout ça, parce qu'on n'a pas vraiment été au bout de plein de choses dont je voudrais parler. En 2 mots, est-ce qu'on s'en sort ? Ah, complètement. Et c'est assez, je dirais, assez simple. Pour beaucoup d'entre elles, les aider à réaliser qu'elles ne sont pas responsables des violences. Parce que vous voyez, assez souvent, on l'a d'ailleurs vu dans le clip, elle avait renversé je ne sais pas quoi, donc c'est normal qu'il soit méchant. Rien ne justifie la violence. Déjà, rien que de lui dire ça, il n'a jamais le droit de vous taper. Même si vous avez rétréci le chandail que sa mère lui a donné à son anniversaire, il n'avait pas le droit de vous taper. Il n'a jamais le droit de vous taper. Vous y êtes pour rien. Et on peut vous aider. Rien que ces 3 phrases-là, qui sont des phrases simples à dire, ça peut permettre à des tas de femmes de réaliser qu'elles sont tombées sur le mauvais bout, quand je vous le fais comme ça, et qu'elles peuvent s'en aller. Moi, j'ai rencontré des femmes, on les a vues 2 fois, ça a suffi pour qu'elles reprennent leurs mains. Alors, il y en a pour qui c'est plus compliqué, mais on peut les aider vraiment. Et une fois la violence arrêtée, parce que qu'est-ce qu'elles vous disent, les femmes, une fois qu'elles sont rentrées chez elles, elles ont pris conscience que... On n'a pas le droit, c'est comme ça. Ouais. Elles le disent. Comment ça se passe concrètement ? Alors, c'est extrêmement variable. Il y en a pour qui elles prennent leur clic et leur claque, elles s'en vont. C'est des choses qui peuvent se faire très bien. Même avec les enfants sous le bras. Absolument. Quand tu es déterminé, on peut t'aider à partir, c'est très facile. Et pour les plus compliquées, celles où on pense que c'est dangereux, on a vu une femme tuée tous les 2 jours et demi. Il y a des dispositifs formidables qui sont d'abord l'ordonnance de protection. Ça, c'est une chose magnifique qui permet de protéger les femmes qui sont en train de s'en aller. Et ça peut être obtenu extrêmement rapidement, puisque ça s'obtient dans les 15 jours. Et on peut obtenir une ordonnance du juge des affaires familiales qui soit dit que madame va rester dans le logement et que monsieur est obligé de s'en aller, ou alors que madame a le droit de se cacher, de ne pas donner son adresse, qu'un dispositif est fait pour que les enfants soient pas obligés pendant un certain temps de voir leur père, ou que le droit de garde soit machin, que monsieur soit obligé de payer ou pas, que monsieur rende ses armes, enfin un certain nombre de choses qui vont protéger la femme et qui s'obtiennent dans les 15 jours et qui ont un grand avantage, c'est que si monsieur désobéit, c'est un délit. Il risque 2 ans de prison à faire pas ce qu'on lui a dit de faire. Et
la plupart du temps, c'est quand même la première chose qui est donnée dans l'ordonnance de protection, c'est interdit à monsieur d'approcher madame. Et madame, et les parents de madame, s'il a dit qu'il allait tuer les parents de madame, etc. Et s'il n'obéit pas, c'est un délit, il risque 2 ans de prison. Ça, c'est une première chose. Et pour les encore plus dangereux, parce qu'il y en a aussi, il y a un téléphone d'alerte qui peut être mis par le juge, le procureur de la République, à la femme qui a pas la malchance d'avoir un trait dangereux. Téléphone qui permettra, si elle appuie sur une des touches, que les flics soient là dans les 7 minutes et donc être vraiment protégés. Et c'est un dispositif qui marche très bien. Donc il faut les utiliser. Voilà, c'est dommage, on continuerait longtemps comme ça, une prochaine fois. Cette émission se termine, son thème était mouvement et grave. Mais Madame Piette, je pense que vous avez su donner quand même à ces femmes qui sont concernées par ce lourd problème des espoirs et surtout oser parler. Maintenant que vous savez mieux à qui vous adresser et ce qu'on peut faire. Alors je répète, le numéro pour violence femmes info, c'est le 3919. Il y a également, en cas de viol, le numéro 0800 05 95 95 pour viol femmes information que vous retrouverez sur le site. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur la médecine au féminin.